Voilà peu, un spectateur m'a demandé de répondre aux adversaires et autres provocateurs qui, sous la vidéo publiée à l'occasion de la mort d'Elie Wiesel, ne cessent de laisser des commentaires. Désolé, chers spectateurs, mais je ne leur répondrai pas. Pourquoi? Parce que mon temps est probablement compté. En juin dernier, j'ai été définitivement condamné à 1 an de prison ferme. En septembre prochain, je passerai une nouvelle fois en procès, ce qui conduira, n'en doutons pas, à une nouvelle condamnation. J'en serai donc à 2 ans et 2 mois de prison ferme. Et ce ne sera pas fini, car mes adversaires poursuivent mes vidéos par groupe de 3 ou 4. Ils pourront donc me faire condamner 10 fois, 15 fois peut-être. On me dira que j'ai trouvé refuge en Angleterre. C'est vrai. Mais considérez les articles qui annoncent ma dernière condamnation. Le site Normandie Actu déclare « La dernière question reste à savoir si le négationniste purgera sa peine, car il avait quitté le territoire français avant de faire appel. » Même discours sur le site de la chaîne régionale normande. Reste à savoir maintenant si Vincent Renoir purgera sa peine. Le négationniste aurait quitté le territoire français entre le premier jugement et l'appel. Après avoir séjourné en Belgique, il pourrait se trouver à Londres aujourd'hui. Ces articles démontrent que dans l'ombre, mes adversaires s'agitent pour obtenir mon extradition, car ils ne supportent pas l'impunité dont je bénéficie. Le blog de l'info antiraciste appelle d'ailleurs à faire du bruit sur cette impunité afin qu'elle cesse. Paroles en l'air? Non, car ce sont eux qui, l'année dernière, agirent auprès de ma banque pour qu'elle ferme mon compte. Ils m'accusaient, faussement, de m'en servir pour collecter des fonds afin de payer mes amendes, comme si j'allais payer mes amendes à la République. Leur action m'a d'ailleurs valu d'être convoqué par la police sous le soupçon de souscription publique tendant à l'indemnisation d'une condamnation judiciaire pécuniaire. J'ai donc conscience que les animateurs de ce blog passeront à l'action pour obtenir mon arrestation. D'ailleurs, des inspecteurs de police ont déjà fait irruption à la nouvelle adresse de mon ex-compagne, Marie. Ne m'ayant pas trouvé, ils sont repartis avec un ordinateur. Bref, même si je ne suis pas l'ennemi public numéro 1, je me sais recherché. Mais justement, parlons-en de Marie. L'année dernière, j'ai annoncé que ma collaboratrice de toujours, Marie Pérérou, avait été agressée par 2 hommes qui lui avaient arraché mon numéro de téléphone. En vérité, la victime n'était pas Marie Pérérou. La victime était bien Marie, mon ex-compagne. Seulement, elle était tellement terrifiée qu'elle ne voulait ni porter plainte, et en effet elle n'a jamais porté plainte, ni que je parle de cette agression en révélant qu'il s'agissait d'elle. Voilà pourquoi j'ai parlé de Marie Pérérou qui, elle, n'avait rien subi du tout. L'agression s'est déroulée de la façon suivante. Le matin, 2 hommes ont suivi Marie alors qu'elle a porté notre fille chez la nourrice. Ils l'ont fait ostensiblement, la suivant de très près, se garant non loin d'elle et repartant quand elle repartait. Puis ils se sont postés sur le parking de l'immeuble, en face de nos fenêtres. Ils sortaient de la voiture pour fumer sans se cacher. Pensant qu'il s'agissait de la police, Marie n'a pas téléphoné à la police. L'après-midi, elle est allée à un rendez-vous. Les inconnus ne l'ont pas suivie. Mais lorsqu'elle est revenue, les 2 hommes se trouvaient à l'intérieur, dans le hall de l'immeuble. Habitant au rez-de-chaussée, Marie a ouvert la porte de l'appartement. Ils se sont alors précipités et l'ont poussée à l'intérieur. Là, ils lui ont pris son sac et l'ont forcé à s'asseoir. Du sac, ils ont retiré le téléphone en lui demandant mon numéro. Une fois obtenu, ils exigèrent qu'elle me téléphone afin de s'assurer qu'elle ne mentait pas. Puis ils lui ont montré un papier sur lequel était inscrite l'adresse de ses parents. « On a l'adresse de tes parents, lui dirent-ils. Alors attention !» Et en disant ça, ils lui firent ce geste. Ils se repartirent ensuite sans lui avoir fait de mal. Pauvre Marie. Elle n'en pouvait plus. 4 ans auparavant, elle s'était jointe à moi avec des étoiles dans les yeux, m'assurant qu'elle m'épaulerait dans la lutte révisionniste, qu'elle apparaîtrait toujours à mes côtés lors des conférences, qu'elle voudrait même porter mon nom. C'est elle qui me représenta en Iran lors de la conférence sur l'hollywoodisme.
Son courage nous émerveillait tous. Mais vint la sombre réalité du quotidien vécu par le militant révisionniste. Le travail permanent, un statut social précaire, une certaine solitude. Puis un jour, ce fut la répression qui s'abattit. Perquisition, saisie, interrogatoire, peur d'une mise en examen. Un jour, alors que j'allais pointer au commissariat de ma résidence, Marie ne me vit pas ressortir. J'avais été retenu suite à un mandat d'arrêt lancé contre moi dans l'affaire qui m'opposait à Charlie Hebdo. J'allais passer plusieurs jours en prison. Mais j'aurais pu y rester des mois jusqu'à mon procès. Marie découvrit alors qu'un révisionniste n'est jamais sûr du lendemain. Il vit dans l'incertitude de ce lendemain. Sans compter les conséquences sociales. Perte de mon travail, articles dans la presse, lettres anonymes, injures lancées dans la rue. Et enfin, ce fut mon procès à Coutances, ma condamnation et ma fuite lorsque des inspecteurs vinrent me chercher à notre adresse de Saint-Lô. Pauvre Marie. Arrivée, je le répète, avec des étoiles dans les yeux, elle avait découvert l'enfer vécu par le militant révisionniste. Elle a alors préféré quitter le navire. Lorsque je lui ai demandé de venir quelques jours cet été en Angleterre, afin que je puisse revoir ma fille, notre fille, née en 2013, elle a refusé, en soulignant que celle-ci se remettait tout juste de ce qu'elle avait vécu ces derniers mois, lorsque la répression avait détruit notre foyer. Je n'en veux pas à Marie. Elle ne m'a pas trahi, elle m'a abandonné. Abandonné parce que, comme le disait Napoléon à propos de certains de ses généraux, les circonstances ont été 100 fois plus fortes qu'eux. Et oui, les circonstances ont été 100 fois plus fortes que Marie. Loin de la condamner, je la remercie au contraire pour l'aide et le bonheur qu'elle m'aura apporté pendant ces 4 années. Pourquoi ai-je raconté tout cela? Tout d'abord pour souligner que, même si je ne suis pas encore en prison, la répression antirévisionniste a déjà eu pour conséquence de briser ma vie. Non seulement j'ai perdu mes travails, mais j'ai également perdu mon foyer, ma famille, ma fille et mon pays. Et je ne suis pas le seul. En France, le professeur Forisson a connu des moments terribles qu'il n'a jamais décrits publiquement, mais qui seront un jour dévoilés. Le cas le plus dramatique est celui de Jean-Louis Berger, ce professeur de français que vous voyez ici sur le banc des accusés, derrière lui son avocat Maître Delcroix. En 1999, dans un cours sur le décryptage de l'information, il avait eu le malheur de dénoncer un article paru dans le magazine L'Express du 31 décembre 1998 et qui prétendait démontrer l'horreur des camps de concentration allemands en s'appuyant sur cette fameuse photo prise en 1945 à Nordhausen. Intitulée « Atrocités », sous-entendu « Atrocités allemandes », cette photo montrait, disait-on, des soldats américains découvrant des centaines de cadavres de déportés assassinés par les nazis. Depuis 1945, cette photo figurait en bonne place dans l'arsenal de la propagande anti-nazie. Or, depuis 1945, on savait que les déportés n'avaient pas été massacrés par les Allemands. Ils avaient été tués lors d'un bombardement américain qui visait une station d'émission SS située non loin de là. Ce document, je l'ai découvert dans les archives belges. Il émanait d'un service ministériel créé en 1945 pour aider les familles à retrouver les déportés disparus. Dans son témoignage écrit en 1945, l'ancien déporté André Rogerie parlait aussi du bombardement du camp en cette Pâques 1945. Bref, dès le début, tout le monde pouvait savoir. Malgré cela, cette photo fit le tour du monde et reste encore utilisée comme preuve de la barbarie nazie. Jean-Louis Berger pensait donc pouvoir s'expliquer et se justifier devant le tribunal. Naïveté d'un homme trop bon. 7 parties civiles se présentèrent au procès. Arrivés par quarts entiers, anciens déportés, militants dits antiracistes et défenseurs de la mémoire affluèrent au point que la salle d'audience, pourtant grande, se révéla bien trop petite. J'y étais et je puis dire que l'ambiance était plus qu'électrique. C'était vraiment l'hallali. Le procès donna tout son sens à cette phrase écrite un siècle plus tôt par Édouard Drummond.
Rien n'est douloureux comme le contraste de ce tribunal qui pense absolument à autre chose et l'espèce de frémissement de ces pauvres êtres qui croient encore en la justice, qui s'imaginent qu'un débat va s'établir, qui ont préparé dans les couloirs ce qu'ils allaient dire. Dans le cas présent, le tribunal ne pensait qu'à une chose, condamner Jean-Louis Berger pour falsification. Le procureur lui reprocha en effet d'avoir modifié l'article de l'Express en changeant les photographies de place pour tromper les élèves. L'accusé répondit qu'il n'en était rien, qu'il possédait l'article paru dans la revue papier et que c'étaient ses accusateurs qui, ayant imprimé l'article à partir d'Internet, en avaient une autre mise en page. La vérification eût été des plus faciles, mais non. Les juges ne voulurent rien savoir. Le falsificateur, c'était lui. Jean-Louis Berger rappela que les déportés étaient morts suite au bombardement américain. Peine perdue là encore. Car, ne pouvant tout de même pas nier cette évidence, un historien local, convoqué comme témoin par la partie adverse, déclara que les déportés étaient en si mauvaise santé qu'ils seraient de toute façon morts peu après. Le bombardement n'avait donc fait que précipiter les choses. Bref, même si ces déportés étaient bel et bien morts, tués par des bombes américaines, leur mort devait être mise sur le compte des nazis. Condamné à 10 mois de prison avec sursis et à verser des sommes faramineuses, Jean-Louis Berger fit appel. Dans un communiqué, il précisa « Je n'ai fait qu'énoncer des vérités officiellement reconnues, même si ignorées souvent par le public, mais confirmées d'une façon éclatante devant les juges par mes meilleurs avocats, les témoins de la LICRA, messieurs Ecobéry et Beer, qui ont affirmé comme moi que les morts de Nordhausen étaient dus au bombardement américain et que le nombre de morts juifs était controversé. » Non seulement ce communiqué ne fut pas publié, mais depuis le début, Jean-Louis Berger était l'objet d'une campagne de presse haineuse, alors qu'il n'était même pas encore condamné, donc qu'il était présumé innocent. Une certaine Emmanuelle Anison avait écrit dans le mensuel La Vie « Aujourd'hui, grâce à la loi Guesso, qui condamne les propos racistes, antisémites ou négationnistes, l'enseignant, jugement rendu le 15 mai, risque théoriquement une peine maximale d'1 an de prison et 300 000 francs d'amende. Et Jean-Louis Berger, déjà suspendu par l'Éducation nationale depuis mai 1999, est surtout menacé d'une radiation définitive. Avec un peu de chance, les élèves du collège ne verront donc plus trôner sur le bureau de leur prof de français le porte-clés aux couleurs du Front National, et ne seront plus amenés, pour reprendre l'expression de l'avocat des partis civils, maître Raphaël Nizan, à subir le nazisme sans botte de cet intégriste. Il serait temps. L'affaire du porte-clés n'était qu'un ragot malveillant repris par la journaliste sans vérification. Mais face à des gens comme Jean-Louis Berger, tous les coups sont permis. Le quotidien La Voix du Nord alla même jusqu'à présenter son affaire dans la rubrique « Pédophilie », un comble. Jean-Louis Berger espérait que les magistrats de la cour d'appel l'écouteraient. Déception là encore. Le procès se déroula dans la même ambiance, et loin d'être relaxé, il vit au contraire sa peine aggravée avec toujours des sommes faramineuses à payer. Dans les mois qui suivirent, le condamné fut révoqué de l'Éducation nationale. Ainsi se retrouvait-il totalement sans ressources, avec une épouse et encore une fille à charge. Inquiet de se retrouver à la rue, pour ne pas perdre sa maison, Jean-Louis Berger tenta de faire appel à sa mère pour qu'elle vende un bien afin de lui faire une avance sur son héritage. En vain. De leur côté, les adversaires agirent, et c'est ainsi qu'au terme de leur démarche, la maison familiale fut hypothéquée. Bien des mois plus tard, toutefois, l'arrêt qui le ruinait et le jetait à la rue fut cassé pour vice de forme. Mais Jean-Louis Berger ne fut pas réintégré dans l'Éducation nationale. Pire, ayant vainement tenté de retrouver un travail dans une structure sociale, l'assistante qui s'occupait de lui déclara « changer de branche ou alors changer d'opinion ». Pour cet homme foncièrement bon, ardent apôtre de la vie simple et paisible, amoureux avec sa famille de la nature, aimant les enfants et soucieux de leur faire découvrir cette nature, il avait fondé dans son collège un club d'apiculture. Cette épreuve fut trop lourde à porter. En 2007, Jean-Louis Berger mourut d'un cancer. Il repose aujourd'hui non loin des siens.
En guise de testament public, il laissa le récit de son calvaire sous le titre « Un honnête homme égaré à l'éducation, manipulation nationale ». Salut à toi, Jean-Louis. Mais dans ces affaires, l'homme n'est pas le seul touché. La répression touche aussi la famille, et en premier lieu, l'épouse du révisionniste. La femme du professeur Forisson a été chassée d'une chorale de grégoriens et d'une institution caritative. Son fils aîné et sa fille ont connu des déboires professionnels. Il y a quelques jours, j'ai interrogé Jacqueline Berger, la courageuse épouse de Jean-Louis, qui l'a soutenu jusqu'au bout, partageant avec lui ses espoirs et surtout ses angoisses. Voici ce qu'elle déclare. Je crois que je dois ajouter quelque chose qui n'est pas assez connu, c'est que les proches de ceux qui sont condamnés, eh bien, subissent des répercussions quand même terribles. Ainsi, moi, l'épouse de Jean-Louis. Quand Jean-Louis était encore vivant et qu'il n'avait plus de boulot, nous étions sommés de passer devant l'assistante sociale pour mettre les choses chaque fois au point. Et je lui ai fait remarquer que, vu mon état, j'avais envoyé bien une centaine de lettres vers l'Alsace et vers la Moselle, les deux départements les plus proches, afin de me proposer comme bénévole. Et je n'avais reçu aucune réponse. L'assistante sociale m'a dit textuellement que je n'aurais aucune réponse, c'était normal, parce que je n'avais le droit d'entrer dans aucun service social, vu mes opinions. Je n'avais qu'à changer d'opinion et alors peut-être que ça marcherait. Voilà, donc j'ai été exclue totalement au niveau social, au moment même où je pouvais normalement donner le meilleur de moi-même au social, puisque mes enfants avaient quitté la maison, mes enfants que j'avais enseignés, je me retrouvais seule et je ne demandais pas mieux que d'aider les autres. Et je suis encore toujours dans cette situation. Dernièrement, j'avais quand même essayé de nouveau de contacter des associations telles que l'aide aux aveugles ou bien les petits frères des pauvres. J'ai donc envoyé des mails cette fois et des lettres et je n'ai eu aucune réponse. J'ai voulu faire partie d'une chorale, impossible. On ne m'a pas laissé entrer. Et c'est ainsi. Et voilà, je crois qu'on doit savoir ça, qu'ils essayent de nous avoir par le moral, parce que c'est très très dur d'être quelqu'un d'isolé, de marginal. Et surtout quand on n'a pas mérité ça, qu'on ne demanderait pas mieux que d'aider son semblable. On comprendra pourquoi, après avoir subi la répression et vécu une agression, Marie a finalement préféré quitter le navire. Enfin mère d'une enfant qu'elle désirait tant, elle voulait vivre et l'élever tranquillement. Pas dans l'inquiétude du demain, pas dans la peur d'une agression, pas dans la lutte permanente. Salut à toi Marie, et bonne chance. Oui vraiment, la vie d'un révisionniste militant devient rapidement un calvaire. Il est bon que le public le sache. Mais pour mes adversaires, ce n'est pas suffisant, car le menteur inquiet ne supporte pas la vérité, même lorsqu'elle n'est que chuchotée. Par conséquent, mes adversaires veulent me faire taire, et définitivement. Et lorsqu'on est capable d'agresser une jeune femme chez elle pour lui soutirer un numéro de téléphone, alors on est capable de venir casser la figure à celui qui persiste malgré la répression. Je rappelle qu'au cours de sa vie, le professeur Forisson a été victime de 10 agressions physiques, 2 à Lyon, 2 à Vichy, 4 à Paris, 2 à Stockholm. Si, à plusieurs reprises, il a pu échapper aux coups, ce ne fut pas toujours le cas. À la Sorbonne, le professeur eut les lunettes brisées et le manteau déchiré. Au palais de justice de Paris, une agression nécessita une opération à la jambe droite. Lors d'une exposition sur la censure au centre Pompidou, un individu qui l'avait reconnu lui tendit la main, mais lui saisit l'index et le retourna. Au Sporting Club de Vichy, 3 personnes lui portèrent de violents coups au torse. Au bout de quelques jours, ressentant une vive douleur au thorax, le professeur se rendit à l'hôpital. Le médecin, un Congolais, s'exclama « Votre gars, c'était un bombardier !» L'agresseur récidiva en organisant une nouvelle attaque. C'était le 16 septembre 1989. 3 de ses amis tendirent au professeur un guet-apens dans un parc de Vichy. Ils le frappèrent sur pied et à terre avec une telle violence que l'opération chirurgicale dura 4h30 à l'Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui encore,
Robert Forisson souffre intensément de la mâchoire. Le nerf trijumeau ayant été atteint, il est soigné au Tégetrol, dont les effets secondaires sont très éprouvants. La jugesse d'instruction ne l'a jamais convoqué ni entendu, sinon pour lui faire savoir sèchement qu'elle allait clore le dossier. De façon évidente, les agresseurs des révisionnistes bénéficient de l'impunité. Voilà pourquoi je me fais guère d'illusions. Dans un avenir plus ou moins proche, je risque fort d'être soit extradé, soit sévèrement molesté. Dans un cas comme dans l'autre, mon temps est compté. Mais je l'accepte. Je fais mienne l'ultime déclaration de Rudolf Hess à Nuremberg. Je ne regrette rien. Si j'avais à recommencer, j'agirais de la même façon, même si je savais que m'attend à la fin un bûcher pour ma mort. Peu importe ce que peuvent faire les hommes, je comparais devant le Tout-Puissant. C'est à lui que je rendrai des comptes et je sais qu'il m'acquittera. J'accepte donc de vivre avec ces deux épées de Damoclès suspendues au-dessus de moi, l'extradition et l'agression. Mais je ne perdrai pas mon temps à répondre à ceux qui, sur ma chaîne, viennent me contredire ou m'injurier. Partisans convaincus de la liberté d'expression, je les laisse s'exprimer et développer leurs arguments. Les spectateurs sont assez grands et assez intelligents pour comparer, lire et se faire une opinion. Pour ma part, tel un desperado, je m'empresse de dire ce que j'ai encore à dire. Je m'empresse d'ouvrir mes dossiers et de proposer au public d'autres analyses fondées sur des documents occultés que j'ai découverts en 20 ans de recherche. On dit par exemple que les nationaux-socialistes vouaient une haine sans borne au christianisme et qu'ils ne cessaient de persécuter les chrétiens. Ah oui ? Tout cela, je souhaite en parler, le plus vite possible, avant qu'on m'emprisonne ou qu'on me fasse taire par des moyens brutaux. Pardon si je ne réponds pas à tous les messages. Pardon si je ne réponds pas à tous les courriers. Mais la vie me presse. Merci à vous tous qui me soutenez. Bonsoir. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. La France aura fait la découverte la plus prodigieuse de tous les temps. C'est un être humain, monsieur. Mais ma biche, ces messieurs ont raison. Et Dieu sait si je... Il appartient à la science, hélas.